Et aujourd'hui, le but de LinkedIn, c'est au maximum de favoriser les échanges économiques entre les acteurs. Donc ça, c'est la mission de LinkedIn à l'heure actuelle. Tape ton nom, ils vont sur ton profil LinkedIn, il faut qu'ils sachent directement ce que tu fais. Allez, les salariés, prenez conscience que si vous publiez, vous avez tout à gagner par rapport à la boîte, etc. Vous allez devenir des ambassadeurs de la marque, vous allez être valorisés. Mais les salariés, ils en ont rien à foutre derrière, ils en ont rien à faire. On peut créer un écosystème de matières premières qui permet de détruire l'excuse de « je ne sais pas sur quoi publier ». C'est sûr que tu vas te plaindre, tu vas te parler de ton chien qui est malade. La fille, elle a fait un carton par rapport à ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir, quoi? Bienvenue dans Décroche ton téléphone, un podcast où on parle d'entrepreneuriat et de vente sans bullshit. Je suis William Palandre, cofondateur de Conversix, une agence spécialisée sur la partie ads que j'ai cofondée avec Alexis. Voici également Romain Cessillon qui a fondé HTW Marketing, un organisme de formation, tu auras l'occasion d'en parler. Et aujourd'hui on parle d'un sujet clé, c'est LinkedIn. LinkedIn en 2025, LinkedIn bientôt en 2026. Toi tu es un peu l'expert LinkedIn. C'est quoi les tendances de LinkedIn en 2025 et aussi c'est quoi LinkedIn aujourd'hui par rapport à ce que c'était auparavant? Tu as sûrement plein de choses à nous dire et Totalement. Ce sujet il tombe assez bien parce que j'étais dans les locaux de LinkedIn il y a maintenant à peu près un mois et demi et ça m'a permis un peu de voir quelles sont les tendances actuelles et comment LinkedIn évolue. Et concrètement, le maître mot, donc on a eu la chance de discuter avec la directrice générale France de LinkedIn qui nous a dit un petit peu les tendances de LinkedIn et surtout qu'est-ce que LinkedIn véritablement à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, le but de LinkedIn, c'est au maximum de favoriser les échanges économiques entre les acteurs. Donc ça, c'est la mission de LinkedIn à l'heure actuelle. Donc les échanges économiques, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises puissent y trouver leur compte au niveau économique, donc trouver des clients, faire en sorte que des potentiels salariés ou des gens qui cherchent un job puissent continuer d'être recrutés et donc ne pas spécialement avoir de problème d'argent en ce sens-là, et faire en sorte que tout le monde un peu aussi freelance, etc., les étudiants, les nouvelles personnes qui vont rentrer sur le marché soient en capacité aussi de générer de l'économie en ce sens. Et tout est orienté en ce sens-là. Donc finalement, LinkedIn, il y a un peu ce côté capitaliste, mine de rien, c'est-à-dire qu'ils veulent garder le côté vraiment économique des échanges et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de valeur ajoutée qui soit orientée en ce sens-là. Et l'autre point de LinkedIn où ils mettent vraiment de l'intensité aujourd'hui et c'est ce qui va être favorisé sur la plateforme, c'est le côté expertise. LinkedIn a compris maintenant véritablement que les gens préfèrent suivre des experts de chaque domaine plutôt que de suivre des médias de manière généraliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère suivre un expert finance qui va connaître parfaitement son sujet sur LinkedIn et qui va traiter d'un sujet en particulier plutôt que de suivre la chaîne BFM TV qui va parler de finance mais aussi parler de plein d'autres choses. Et ça, c'est vraiment l'objectif de LinkedIn à l'heure actuelle, c'est de se dire, ok, concrètement, que ce soit un salarié, un indépendant, un étudiant, tout le monde a à minima quelque chose à dire. Tout le monde ne mériterait pas de prendre la parole non plus parce que maintenant tout le monde a un peu un avis sur tout. Mais c'est ça l'objectif de LinkedIn, c'est de se créer une expertise, d'être reconnu comme un leader ou une leader d'opinion de son secteur et de pouvoir fortement être mis en avant sur le réseau. Donc voilà un peu pour les tendances d'aujourd'hui par rapport à LinkedIn. Est-ce qu'on peut dire que LinkedIn aujourd'hui, là où dans les années 80-90, tu avais ton journal spécialisé sur une verticale, je suis prothésiste dentaire, j'ai le journal spécifique pour les dentistes et le monde dentaire, est-ce qu'on peut presque dire que ça c'est en train d'être le vieux monde et qu'aujourd'hui tu as un influenceur LinkedIn qui va poster peut-être et sur Instagram et sur LinkedIn et qui va vraiment faire une veille sur les dernières technos liées à tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est réel? En quoi c'est réel? Est-ce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas concernés? Est-ce que tu as des éléments sur ça? Alors au niveau des secteurs, on peut quand même remarquer déjà ce qu'il faut comprendre sur LinkedIn, c'est 33 millions de membres actifs en France à l'heure actuelle. Et quand on dit que c'est un membre actif, c'est une personne qui a un compte LinkedIn aujourd'hui et qui est actif au moins durant l'année sur LinkedIn. C'est-à-dire que si tu n'es pas actif pendant un an sur LinkedIn, LinkedIn va fermer ton compte au bout d'un moment. Donc, quand on dit 33 millions de membres français actifs, c'est quand même 33 millions de personnes qui sont allées au minima une fois dans l'année sur LinkedIn. Donc ça, déjà, ça prouve la pluralité des personnes qui sont présentes sur LinkedIn. Et on peut le voir qu'il y a de moins en moins de barrières entre les activités. Avant LinkedIn, c'était notamment des gens qui étaient dans les bureaux qui étaient présents sur ça et pour être recrutés ou pour recruter. Maintenant, il y a les indépendants, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui prennent la
parole sur LinkedIn. Et on peut voir les plus grands dirigeants et dirigeantes français aujourd'hui aussi prennent la parole véritablement sur LinkedIn. Et enfin, le dernier point, on a vu récemment des gens comme des plombiers, des paysagistes, des carreleurs qui sont aussi présents sur LinkedIn. Donc c'est plus spécialement non plus qu'un lieu où il y a des bureaucrates dessus, en tout cas des personnes qui bossent dans les bureaux, mais il y a aussi vraiment des artisans, des étudiants. Les étudiants prennent la parole de plus en plus jeunes sur LinkedIn aussi. Donc ça a tendance quand même à se diversifier au maximum. Et c'est vrai que ce que tu disais dans les années 90 où on avait un journal finalement par branche, par tranche d'activité, ben on commence à retrouver ça de plus en plus sur LinkedIn avec des personnes qui prennent la parole par tranche d'activité. Et on peut le voir, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui sont véritablement nichés dans les activités. Donc plus on va se nicher sur LinkedIn, plus on va réussir naturellement. Ouais, mais là, c'est très bien. On parle de veille, on parle de recrutement, mais à un moment, il y a le nerf de la guerre. Le business, rentrer du nouveau business, prospecter, rentrer du business. Toi, je sais qu'Alexis, quand tu t'es relancé en indépendant, ça a été un vrai vecteur, t'as pas fait que ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi LinkedIn? Qu'est-ce que tu ne peux pas attendre de LinkedIn? Je sais pas, est-ce que tu as des éléments à nous dire un peu sur LinkedIn dans ton contexte de relance, voire même de développement aujourd'hui, sur la partie peut-être plus business? LinkedIn, moi je trouve que vraiment l'intérêt d'utiliser LinkedIn, c'est déjà pour se créer un peu ce CV en ligne. Alors CV peut-être pas forcément le bon terme quand on est entrepreneur, mais ce côté visibilité, légitimité, notoriété. Et l'idée c'est déjà quand les gens vont taper ton nom typiquement dans Google, la première chose qui ressort généralement c'est ton profil LinkedIn. Donc là pour moi la chose indispensable quand tu es sur LinkedIn, si vraiment tu veux qu'il y ait une valeur ajoutée à y être, faut bosser à fond ton profil. Ou après Romain tu pourras en parler un peu plus des tips, mais il y a l'idée de ce côté où il faut absolument que ton profil soit bien brandé, marketé pour ton activité. Les gens ils tapent ton nom, ils vont sur ton profil LinkedIn, il faut qu'ils sachent directement ce que tu fais. Donc déjà rien que sur ça, ça t'apporte de la crédibilité. Voilà, LinkedIn, ça a été surtout alors il y a eu une source c'est une source de prospects, mine de rien. J'ai de temps en temps des gens qui me contactent. Je pense qu'il y a ce côté c'est là où LinkedIn, la puissance c'est plus sur le long terme, je trouve. C'est ce côté où il faut bosser en fait ta verticale métier sur le long terme. Faut alimenter les gens de contenu de manière régulière. Faut à la fois faire des posts qui vont toucher le plus grand nombre en parlant de sujets un peu vastes, un peu vagues et qui vont toucher le plus grand nombre de personnes, tout en multipliant aussi également les posts à forte valeur ajoutée sur ta verticale métier, typiquement Google Ads, et en faisant passer les gens à l'action. Donc moi je l'ai beaucoup utilisé dans cette idée-là de se dire demain quelqu'un tape mon nom, la personne elle a aucun doute que je suis un expert sur Google Ads. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je pense que le profil LinkedIn doit justement s'adapter à ton positionnement entrepreneurial ou ton positionnement en tant que salarié. Si je sais pas si demain tu vas absolument trouver un poste en commercial, mais que t'as pas forcément eu des compétences là-dedans, t'as toujours bossé autre que dans le commercial, il faut quand même marketer ton profil LinkedIn de sorte à ce que si quelqu'un veut te recruter en tant que commercial, faut qu'ils disent la personne elle est plutôt pas mal. Donc je pense que voilà, c'est une bonne manière de se marketer dans une verticale métier. Je pense qu'il faut être actif aussi, faut publier régulièrement. Alors l'erreur que j'ai faite moi c'est à des moments de vouloir absolument publier tous les jours. Puis il arrive ce moment où en fait t'as la tête sous l'eau et tu peux plus faire de post parce que t'as plus le temps, tu prends pas le temps et du coup pendant 2 mois t'as plus de posts qui tournent et je pense que l'erreur c'est de vouloir s'essouffler à tout prix. Moi je suis plus sur un rythme de 3 posts par semaine et j'arrive à le tenir depuis quelques mois maintenant. Et il faut que les gens te voient. L'idée, c'est que les gens te voient, visibilité, sachent que tu es, ils sachent que ce que tu fais. Et quand ils vont taper ton nom, ils puissent te retrouver facilement et qu'ils comprennent ce que tu fais. Donc, je sais pas ta vision, toi, sur propos de LinkedIn, mais... Ça, c'est la partie inbound. Mais il y a quand même un truc sur LinkedIn, et je suis intéressé à avoir votre avis après sur ça. C'est la partie outbound. Je vous propose de faire un petit voyage temporel en 2020, période Covid. Et là, c'est le moment où nous, on a commencé à faire des actions d'indépendants. À l'époque, LinkedIn avait beaucoup moins de restrictions qu'aujourd'hui. Avant, on pouvait envoyer 100 messages par jour. Aujourd'hui, c'est quasiment par semaine. C'est 110, en fonction des comptes, ça change un peu. Tu me corrigeras dans le détail. Ouais, 200, enfin voilà, dans ces ordres de grandeur. Bref, ça a pas mal réduit. À l'époque, c'était 700 par jour. Et à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé 7 comptes LinkedIn un peu dupliqués. J'avais réparti ça sur plusieurs régions et plusieurs zones géographiques. Et je bourrinais du message sans ajout par jour, avec un petit message. Il n'y avait pas de limite à l'époque sur les messages ajoutés.
et je contactais les gens en grande quantité. L'équivalent du call mailing que je fais aujourd'hui, mais sans les spams, d'une certaine manière, parce que quand on fait du call mailing, il y a la partie spam qui fait qu'on loupe des réponses. Et avec ça, j'avais réussi à faire vraiment un gros flow de rendez-vous, mais je faisais vraiment du 9h, 19h, peut-être des grosses amplitudes de journée où je n'arrêtais pas de faire des échanges. Alors, le problème, c'était la qualité de ce que je disais, et j'avais pas ce côté facilitateur, peut-être du top profil, la partie branding, mais il y a vraiment ces deux aspects. C'est-à-dire que faire que de l'inbound, ça te permet d'avoir des leads, mais tu loupes aussi toutes ces personnes que si tu t'avais pris la peine de les contacter, tu aurais pu en faire des clients. Il y a la manière très quanti, très bourrine, comme on faisait à l'époque, de « Salut, je vends ça, est-ce que tu veux prendre un rendez-vous ?» qui, mine de rien, marchait, et qui aujourd'hui, je pense, peut fonctionner de manière un peu moindre. Mais il y a aussi ce côté, salut, je te contacte, on crée une relation, on fait une partie business. Un peu ce côté un peu setting de je te contacte, je comprends tes enjeux, je te contacte avec est-ce que tu as un enjeu d'acquisition? La plupart des entrepreneurs ont toujours des enjeux d'acquisition. Et là, après, on creuse, on crée une relation. Chose qu'on peut faire soi ou qu'on peut déléguer d'ailleurs, au fameux setter dont on a parlé sur un autre podcast. Mais ça a pas mal évolué et moi je suis vachement de l'école bourrin, c'est-à-dire quand je fais des choses, je le fais en quantité, vous êtes bien placé pour le savoir, et la partie qualitative, je la délègue en général, moi j'aime bien quand il y a de l'intensité. Toi, Romain, j'imagine que tu en as 20 000 opinions de ce que je suis en train de dire sur ça, et je suis intéressé que tu me rentres dedans pour me dire soit ça c'est bien, soit c'est pas pertinent, soit c'est pertinent mais ça se combine avec autre chose ou... Non mais c'est surtout que la méthode bourrin aujourd'hui ne fonctionne plus spécialement sur LinkedIn. C'est comme tout, à partir du moment où il y a eu un abus sur quelque chose, eh bien il y a des restrictions qui arrivent. Qu'est-ce qui fait qu'avant on pouvait durant 2020 contacter n'importe qui, n'importe comment avec des volumes qui étaient délirants? C'est parce que c'était tout nouveau. Le fait de pouvoir faire de l'automatisation, à l'époque ça s'appelait Prospectine, l'ancêtre de Wallaxy finalement. Et c'est vrai qu'on s'est bien gavé par rapport à ça, mais si nous, on s'est gavé par rapport à ça, ça veut dire qu'il y a 10 000, 15 000, 100 000 autres personnes qui se sont gavées aussi. Et LinkedIn, justement, pour protéger un petit peu aussi la valeur ajoutée du réseau, c'est de mettre des restrictions. Et c'est là où LinkedIn, finalement, depuis 2020, ça s'est quand même transformé en un réseau où il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont là pour vendre des choses. Et justement, les RH, DRH, les personnes qui sont finalement un peu les appâts des entrepreneurs, eh bien... délaissent un petit peu la plateforme de leur côté parce que ils en ont marre d'être surcontactés par tout le monde quoi. Et ça de manière générale aujourd'hui, la prospection de manière bourrine, on est tellement surstimulé à chaque fois de prospection, je suis même pas convaincu spécialement que ça fonctionne. Donc c'est là où LinkedIn, garder ce côté un petit peu prise de contact avec les personnes, c'est intéressant, mais ça me semble intéressant de le faire sur des choses beaucoup plus ciblées et des personnes beaucoup plus ciblées, quitte à avoir quelqu'un qui le fait pour nous. Et là où il faut mettre clairement de l'intensité, c'est sur la valeur ajoutée qu'on va mettre dans nos posts, c'est la création de communauté qu'on va faire autour de tout ça. Donc quoi qu'il arrive, l'époque où on pouvait avoir 7 comptes différents, envoyer 150 messages par jour à partir de ces 7 comptes et avoir des stats qui étaient délirantes, ça ne reviendra pas spécialement et LinkedIn s'est fortement protégé par rapport à ça et c'est là où il faut prendre un pli finalement différent et finalement bourriner, on peut encore le faire par mail sans problème, donc autant capitaliser sur ça et sur LinkedIn plutôt assort cette image d'expert qu'on peut avoir et c'est ça qui va avoir une vraie valeur ajoutée. Et enfin, le dernier point que je voulais dire aussi par rapport à ça, au niveau de l'écriture de posts sur LinkedIn et la manière de communiquer, ça permet aussi concrètement d'ancrer les idées. Et là, ça va aussi développer un autre sujet entre nous. Publier un post LinkedIn, si on le fait juste pour dire je publie, je fais du quanti, et je sais que William, t'es assez à l'aise avec ça aussi en ce moment, mais si on fait juste du quanti, finalement, ça sert ni notre audience parce que personne le lit, parce que ça se voit que c'est du quanti, et d'un autre point, ça nous sert même pas à nous parce qu'on n'ancre même pas l'idée. Et ce que j'aime bien dire sur LinkedIn, c'est le fait de publier, le fait de faire des posts, c'est ça qui permet aussi d'ancrer les idées dans notre tête, d'être beaucoup plus pertinent derrière quand on parle au téléphone, quand on parle avec quelqu'un, et c'est un petit peu comme un journal de bord qui permet de structurer les choses. Et ça, c'est clairement ma vision de LinkedIn aujourd'hui, de se dire on n'est plus là pour faire du quanti à tout prix, mais pour développer quelque chose qui va servir à un écosystème qui fonctionne finalement bien, quoi. Ouais, ça c'est la partie, donc il y a la partie veille marché, il y a la partie prospection et il y a aussi la partie recrutement. Il y a aussi un truc tout bête, hein, c'est un réseau social, c'est une quantité faramineuse d'informations. LinkedIn, c'est une base de données LinkedIn. Donc c'est une base de données de prospection, mais c'est aussi c'est parfait pour faire de la veille économique. On a un pote en commun qui parlait de l'OSINT, donc le fait d'aller choper de l'information sur les gens. Quand tu fais une stratégie développement grand compte, si tu sais que demain tu veux bosser, je dis une connerie avec SNCF, le fait d'identifier les postes à direction et de reconstituer l'organigramme qui n'est pas public de SNCF et qui bouge en permanence, LinkedIn est une vraie mine d'informations sur ça. Et ça permet de faire des stratégies grand compte.
peut-être pour choper les informations et les prospecter autrement. Je prends l'exemple pour une boîte de paysagistes où t'as bossé. Ça aurait pu être la stratégie de contacter tous les office managers ou les gens qui gèrent des bureaux pour se dire bah tiens, je vais pas les contacter via LinkedIn parce que ces gens ils sont pas forcément sur LinkedIn, ils le sont peut-être mais pas tous. Et peut-être les appeler via du standard mais les avoir identifiés pour pas dire bonjour, j'appelle l'office manager, bonjour, j'appelle Pierre-Paul Jacques de tel secteur, de tel bâtiment. Et je propose ça, ce qui fait une meilleure approche, qui fait un meilleur taux de conversion. Donc ça, c'est une autre utilisation possible. Mais sur la partie contenu, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'avant, les gens dans le métro, ils swipaient sur Instagram. TikTok, les gens swipent sur TikTok. Et les gens maintenant swipent sur LinkedIn. Et ça, c'est une vraie réalité. Et moi, dans le métro, je swipe sur LinkedIn. Je sais pas si c'est votre cas, mais... Ouais, ça t'arrive? Oui, c'est LinkedIn. Après, de toute façon, on a l'habitude de swiper, donc forcément, dès qu'on a un réseau où on peut swiper, on va l'utiliser. Mais c'est vrai je vois vraiment la différence d'utilisation entre avant où on bourrinait, et ça nous a bien aidé quand on s'est lancé pendant la Covid notamment. Ça nous a super bien aidé. Je pense qu'on a été là au bon moment, on a fait ce qu'il fallait, et nos activités de freelance ont explosé grâce à ça. Et il y avait aussi, faut se dire aussi qu'à l'époque, le dirigeant était quand même peu disponible pour nous répondre et pour prendre des rendez-vous téléphoniques. Parce que les activités étaient à l'arrêt. Les mecs, ils avaient plus de boulot parce que forcément, qui dit Covid dit que t'avais moins de boulot. Et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient des lacunes de fou sur la partie digitale. On est arrivé pile au bon moment. Enfin, pour le coup, là, on a été... Il y a plein de choses qu'on a ratées. Le Bitcoin il y a 10 ans, il y a l'IA, quand on est en plein dedans, il y a plein de choses qu'on a ratées, mais je pense que le côté poncer LinkedIn pour développer nos activités dans le digital, là, on a été pile au bon moment. Et moi, je le vois uniquement comme une manière de faire de la brand, d'aller scraper des données et faire de la brand personnelle, mettre en avant son image, l'image de sa boîte. Moi, je vois que l'intérêt de LinkedIn à ce niveau-là. Je swipe de temps en temps, mais je t'avoue, je commande de moins en moins, je regarde de moins en moins les posts des autres, c'est toujours la même chose, et je préfère aller voir une vidéo sur un sujet qui m'intéresse quand je veux vraiment apprendre des choses. Je lâche 2-3 j'aime sur LinkedIn pour soutenir les gens que j'apprécie. Toi notamment, je lâche des j'aime à chaque fois. Et j'avoue, j'y passe de moins en moins de temps quand même, LinkedIn. Mais c'est un peu le côté aussi, la problématique de LinkedIn, bien que je défends ce réseau sur quand même pas mal de points, il y a quand même cette problématique où beaucoup de gens sont là par intérêt. Généralement, le like, il est souvent intéressé, parce qu'on a un peu ce côté de se dire, si je viens liker, il va venir liker mes trucs. Le commentaire, il est souvent intéressé en disant, si je viens commenter, il va venir commenter mes trucs derrière. Et c'est un peu ce côté, de toute façon, c'est ce que les gens, les boomers dénoncent aussi, c'est ce côté, ça devient Facebook, parce que les gens, ils sont là uniquement par intérêt, ils sont là pour raconter leurs vacances, etc. Mais encore une fois, c'est ce qui fonctionne. Donc, c'est aussi où est-ce qu'on place notre niveau de développement de notre côté, quoi. L'humain est fait de réciprocité. Depuis la nuit des temps, l'humain échange avec d'autres humains, et c'est ce qui fait que nos civilisations se sont construites. Donc, ça reste le principal but des interactions humaines. Il y a toujours un intérêt. Mais bon, c'est vrai qu'il y a LinkedIn ne s'en cache plus aujourd'hui. C'est l'intérêt, c'est de favoriser les relations commerciales, et c'est ok. Et prenons le meilleur de tout ça. Et puis voilà, quoi. Là, typiquement, j'ai un gars, c'était proactif et c'était intéressé, vraiment 100% intéressé. Je l'ai contacté, il est dans le SEO, et je me suis j'ai échangé avec lui. Je lui like tous ses posts, enfin, la plupart des posts, j'essaie de les commenter au maximum. On a échangé, et aujourd'hui, dès qu'il a le moindre sujet orienté Google Ads ou Meta Ads, il me le renvoie. Ça crée un peu une réciprocité dans le sens où d'une simple interaction de quelques likes, et en fait si on compressait tout ça, ça m'a pris 20 minutes au cumulé des interactions avec lui, mais ça peut me ramener 4-5 deals potentiels dans l'année, et si j'en signe déjà 2, c'est méga rentable en termes de ROI. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté interaction, mais putain, faut y passer du temps, quoi. Faut y passer du temps. Et c'est un peu ce que la problématique, c'est qu'encore une fois, c'est un échange entre un entrepreneur et un autre entrepreneur. Moi, ce que j'aimerais bien sur LinkedIn, c'est qu'un DRH publie régulièrement pour pouvoir nous dire quel est concrètement son parcours, ses problématiques du moment. C'est qu'un salarié, d'une manière ou d'une autre, au côté administratif, il puisse communiquer aussi dessus. Mais la problématique, c'est que les entrepreneurs publient énormément sur LinkedIn aujourd'hui parce que c'est dans leur intérêt, parce qu'il y a du chiffre à aller chercher, mais le salarié, il voit aucun intérêt. Moi, il y a plein de boîtes qui me contactent parce que c'est le dirigeant qui souhaite insuffler le souffle un petit peu LinkedIn dans la boîte en se disant « Allez, les salariés, prenez conscience que si vous publiez, vous avez tout à gagner par rapport à la boîte, etc. Vous-même personnellement et la boîte aussi. Vous allez devenir des ambassadeurs de la marque, vous allez être valorisés. » Mais les salariés, ils en ont rien à foutre derrière, ils en ont rien à faire. Et ils se disent « Mais pourquoi faire ça aujourd'hui? J'en ai rien à faire. Moi, je touche mon truc à la fin du mois. Que je publie ou que je publie pas, et ben concrètement, je vais toucher la même chose à la fin du mois. » Et la problématique est là, c'est que LinkedIn devient un réseau où il y a que des entrepreneurs dessus.
dessus. Il y a que des gens qui ont des intérêts financiers et ça baisse finalement le niveau. Bah oui, mais du coup, je te relance sur la question. Pourquoi est-ce qu'un salarié publierait? Parce que il n'a pas d'action de la boîte. Partons du principe qu'il n'a pas d'action de la boîte. Il n'a pas de variable. À la limite, il a une prime d'intéressement. Et simplifions la chose, il n'a pas de prime d'intéressement. C'est quoi son intérêt de poster sur LinkedIn? Et intérêt numéro 1, déjà, encore une fois, le côté un peu structuration des idées, c'est-à-dire de devenir un leader d'opinion dans son secteur et d'être valorisé pour ça, avoir de la reconnaissance sociale par rapport à ça. Intérêt numéro 2, quand tu commences à publier régulièrement, ils vont recevoir énormément d'offres d'emploi aussi eux-mêmes de leur côté, donc ils vont se faire débaucher pour potentiellement aller chercher des métiers qu'ils n'auraient pas pu atteindre sans leur publication sur LinkedIn. Et étape numéro 3, selon moi, le salarié, ça joue maintenant dans la balance au niveau du recrutement. C'est-à-dire que quand il y a une boîte qui te contacte et qui te dit etc. Voici les conditions. Toi, si tu viens en disant, bah regardez, en plus je viens dans votre boîte avec ma communauté de 15 000 personnes, je vais devenir un ambassadeur de votre boîte aujourd'hui sur LinkedIn, etc. Bah c'est quelque chose sur lequel on peut jouer au niveau du salaire qu'on va toucher, au niveau des conditions de recrutement, etc., etc. Donc pour moi, le salarié, il a vraiment tout à gagner sur ces points-là. Il va chercher de la reconnaissance sociale, il va chercher des métiers qu'il n'aurait pas eu sans LinkedIn. Et dernièrement, en termes de négociation du contrat derrière, c'est hyper intéressant. Et j'ai l'exemple précis d'une dame qui bosse dans le secteur un petit peu de la retraite, etc., enfin dans une boîte. Elle a commencé à publier sur LinkedIn. Maintenant, au moins une fois tous les mois, elle reçoit une belle offre d'emploi qui pourrait l'emmener finalement vers des stades un peu plus hauts. Et surtout, moi, je suis convaincu quand tu arrives et que tu es experte de la retraite dans une boîte qui te recherche pour ça, bah, tu deviens un vrai ambassadeur et ça joue véritablement dans la balance, quoi. Alors, question toute bête, hein, mais avant on recrutait, c'est toujours beaucoup le cas, hein, on recrute selon des top CV écoles. On recrute si on est un KPMG, si on est un BCG, on recrute un HEC, à la limite top 3 école de commerce. Est-ce que demain, le fait d'être actif sur LinkedIn, d'être un ambassadeur, pourrait potentiellement devenir un critère de recrutement pour des... Ça peut, pour moi, clairement, ça peut le devenir comme un entrepreneur qui commence et qui a pas de CV. On peut le voir très rapidement. On peut avoir une forte image de lui alors qu'il vaut rien du tout sur le marché. Mais juste parce qu'il a une très bonne communauté sur LinkedIn, on va avoir l'impression qu'il fait un taf incroyable. Donc, le but, encore une fois, c'est pas de maquiller les salariés par rapport à ça. Mais effectivement, ça joue. Quand tu as une présence sociale, c'est sûr que ça va jouer dans la perception qu'on a de toi. Et c'est ce qu'on recherche clairement, quoi. Ouais, bah, moi, j'ai eu un entretien avec un commercial il y a pas plus tard que 2 jours. Lui publie tous les jours sur LinkedIn. Il parle de commercial de call. Donc là, c'est vraiment, il décrit son quotidien. C'est du build ton pipe commercial in public. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autre jour, il fait un post au moment où on avait ses réflexions de recrutement d'un commercial, où il raconte je finis mon poste actuellement à la rentrée. Il finit une alternance après une reprise d'études. Et il dit je suis ouvert aux opportunités en CDI. Sauf que le mec, il fait 350 likes par jour. Il a une visibilité de zinzin, il est en plus sponsor par Lemlist sur ses posts. Enfin, c'est un ambassadeur, il a une belle visibilité. Et quand je l'ai eu en entretien, il me raconte, il a eu 53 propositions de postes, d'entretien plutôt, sur un seul post LinkedIn. Il a fait une dizaine d'entretiens et en fait dans tout ça, dans le lot, t'as des HubSpot, ils le veulent pour la marque Salesforce parce que pour la marque HubSpot et Salesforce qui l'ont contacté pour leur marque en interne, c'est des ambassadeurs, ce seront des vecteurs de visibilité, c'est tout le budget que tu mets en moins sur la communication. Donc je trouve que c'est un bon potentiel. Donc là, on a abordé plein de sujets sur la partie pourquoi être sur LinkedIn, ça c'est super. Mais là, demain, un indépendant qui se lance, je sais pas, quelqu'un qui est un assistant administratif par exemple, toi Alexis, ça fait un moment que t'es sur LinkedIn, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Comment s'y prendre entre la manière un peu bourrine et la manière qualitative? Ce serait quoi le plan d'action que tu lui proposerais, le concret? Déjà, dans tous les cas, faut publier. Ça, c'est super important. Donc, le côté où je passe 2 mois à faire un plan d'action, à trouver des idées, j'ai envie de te dire, au début, tes posts, de toute façon, seront pas fous. Tes posts, ils seront pas trop regardés, mais il faut quand même y aller. Après, moi, je favoriserais quand même de pas y aller en mode bourrin, faut que ça n'y queue ni tête et qu'il y a aucune concordance entre les posts. L'idée, c'est de dire, ok, pourquoi je suis sur LinkedIn? Généralement, dans 90% des cas, c'est te montrer que tu étais expert dans ton domaine et aller trouver des clients. Donc voilà, ton objectif est posé, ça c'est bien. L'idée après, c'est de dire, ok, qu'est-ce que je vais publier? Moi, j'aime bien le framework visibilité. Comment tu disais? C'est tofu, mofu, bofu, mais ouais. Je préfère le visibilité, expertise vente. Et vente.
Et tu nous en parleras après, on fera une transition, hein. Mais j'aime bien ce framework-là, c'est de se dire, ok, quels sont tous les posts que je peux faire qui vont toucher le plus grand nombre et qui vont être des posts à forte visibilité. L'idée, c'est, j'ai mon entonnoir de vente, c'est d'attirer tous les gens qui sont en haut de cet entonnoir. Donc là, pour moi, faut faire des posts en fait qui vont parler à tout le monde. Donc pour ça, je pense qu'il faut sortir un peu de son champ d'expertise. Et typiquement, moi, les posts à visibilité, c'est je vais faire un post sur les loisirs que je fais, un post sur le business de manière générale, un post sur la vente, ça va être des posts sur un peu d'actualité. Ça va pas être des posts forcément orientés publicité en ligne, ça va vraiment être des posts assez généraux. Et l'idée, c'est d'aller toucher des personnes dans son ensemble. Donc l'idée, c'est de définir ces posts-là. Pour moi, il faut quand même avoir un plan d'action, programmer ses posts, super important. Je privilégierais, pour quelqu'un qui veut se lancer, de se dire, ok, je me fixe un jour fixe chaque semaine ou toutes les 2 semaines. J'en fais 30 d'un coup pour le mois ou j'en fais 30 d'un coup pour les 2-3 prochains mois. Et comme ça, en fait, c'est frais dans ta tête, dans une bonne dynamique. Un sujet que tu utilises pour faire un post, bah, tu peux le décliner en 3-4 posts différemment. Donc ça, pour moi, c'est une technique hyper intéressante. Puis une fois que tu as fait tes posts visibilité, tu fais tes posts expertifs, tu parles de ton expertise. Typiquement, Google Ads, ça va être pourquoi en faire, comment en faire, quel intérêt, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, les posts un peu plus ventes, bah, c'est là où tu vas faire des appels à l'action. Donc ça va être des posts en mode tu veux passer à l'action, viens prendre un audit gratuit avec moi. J'organise un webinaire, une formation gratuite, inscris-toi maintenant. On a un apéro entre freelance prévu, viens t'inscrire. Ça va être tous ces posts vraiment où tu vas faire passer les gens à l'action et l'idée c'est d'accompagner les gens jusqu'au bas de ce tunnel. Donc en fait on reste sur du marketing de base, c'est juste qu'au lieu de le faire sur une autre plateforme, tu le fais sur LinkedIn. Et pour moi ce qu'il faut retenir c'est faire des posts, programmer ces posts parce qu'il y a des moments où tu n'auras pas le temps de les faire et si tu les fais jour après jour, pour moi c'est sûr, tu vas te planter et tu vas casser cette régularité qui est hyper importante sur LinkedIn. Mieux vaut, pour moi c'est ma vision personnelle, mais je préfère me dire je fais 3 posts par semaine, j'en fais pas trop, mais au moins je peux les tenir sur 6 à 1 an plutôt qu'en faire un par jour pendant 2 mois. Il y a un moment tu t'essouffles, t'as pas le temps et après 2 mois après t'en fais plus et t'as cassé toute ta régularité. Donc régularité, planification et qualité. Moi je privilégierais vraiment qualité. Il faut que ça ait du sens, comme tu disais tout à l'heure. Faut que ça résonne, faut que faut que les gens quand ils lisent ça génère des émotions et que les gens que les gens soient inspirés et c'est cette inspiration qui fait qu'ils vont te suivre, qui vont te recommander, qui vont même acheter tes services et qui au final vont avoir un véritable retour sur investissement de tes actions sur LinkedIn. Il y a plusieurs points par rapport à ça sur lesquels je souhaite rebondir. C'est déjà le premier point, LinkedIn, ce qu'ils nous ont dit quand on y allait dernièrement, c'est que ça sert à rien de publier, même 3 fois par semaine, c'est limite trop. Et ce qu'ils recommandent LinkedIn, c'est entre 1 et 2 fois par semaine et même 1 fois par semaine, c'est déjà très très bien en termes de régularité par rapport au post. Donc ça, c'est déjà un premier point, dédramatiser le truc de se dire il faut absolument que je publie énormément. 3 fois par semaine, ça sera toujours mieux parce que dans l'absolu, tu auras plus de vues, etc. Mais déjà, commençons par 1 post par semaine, c'est déjà très très bien et le tenir sur le long terme. Le deuxième point, au niveau de la qualité, moi j'ai un peu une vision de LinkedIn de me dire le but c'est de poster des choses. Si à la fin on regroupe tous ces posts-là, ça peut limite écrire un livre sur ma stratégie que j'ai par rapport à LinkedIn ou par rapport à ma mentalité entrepreneuriale. Et c'est un peu ce côté que je vais essayer prochainement, de me dire je vais essayer de récupérer mes 20, 30 posts qui ont le mieux fonctionné sur cette dernière année. Limite, tu les mets dans ChatGPT, tu lui dis crée-moi un plan de livre par rapport à ça et je suis persuadé que ça peut ressortir quelque chose d'hyper intéressant et déjà des grandes lignes d'une façon de penser, d'une manière de fonctionner. Et si on commence à se dire je publie plus sur LinkedIn pour faire du quanti, mais juste pour asseoir véritablement quelque chose dont je pourrais me resservir plus tard, notamment potentiellement en écrivant un livre, déjà ça va mettre beaucoup plus de qualité dans notre propos. Et le dernier point, peut-être tu pourras plus nous en parler que ça, découvert dernièrement l'outil c'est youtubetranscript.io ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous tapez transcrire une vidéo YouTube et ça va faire vraiment à partir d'une vidéo YouTube tout mot par mot tout ce qui a été dit durant la vidéo et finalement ça évoque peut-être une nouvelle manière d'écrire des posts LinkedIn.
Typiquement, on se fout dans notre chambre, on met une caméra, on parle à la caméra sur une manière de penser, tout ce qui nous passe par la tête. On met limite cette vidéo en non répertoriée sur YouTube si on veut pas la diffuser au grand public. On la transcrit en plusieurs finalement via le texte et ça va écrire tous nos posts LinkedIn derrière par rapport à ça. Donc on le met le transcript dans ChatGPT et ça je trouve que c'est une super manière de pouvoir optimiser le temps sur la création des posts, ne pas être à court d'idées de posts et d'avoir des choses ultra pertinentes. Donc c'est vrai qu'une crainte que beaucoup de personnes vont avoir sur LinkedIn, c'est super, je suis sur LinkedIn, je vais publier, mais je dis quoi? Typiquement, si on veut être vraiment sur la partie opérationnelle du podcast, là on est en train de faire un podcast, on en a même fait plusieurs d'affilée. Ces podcasts, on aura un fichier MP4 à la fin qui va être uploadé sur YouTube. L'outil transcript YouTube, en fait, c'est un outil, mais en fait, juste en allant sur YouTube, vous déroulez la partie description, tout en bas, il y a un petit bouton de transcription. Et en cliquant dessus, juste à droite, vous aurez tout le texte. Donc en fait, ça existait déjà. Vous pouvez récupérer tout le texte. Moi, je le fais par morceau de 45 minutes parce que après 1 heure, c'est trop long en termes de texte et ChatGPT peut pas l'accepter. Ce contenu, oui, c'est une matière première et vous pouvez très bien dire à ChatGPT, voilà, je te balance 1 heure de vidéo que j'ai écrit, voire 1 heure, 2 heures, voire plusieurs vidéos. Et de ça, sors-moi les 15-20 bullet points qui sont les plus pertinents, qui sont les plus intéressants, pour qu'ensuite vous les décliniez en post LinkedIn. Très concrètement, sur ce que tu viens de dire, demain, toi, ce sera un post LinkedIn avec ta vision de se dire que la somme de tout ça, c'est ton livre. Donc ça, c'est quelque chose d'opérable. Mais ça, c'est via transcript YouTube, mais il y a plein d'autres idées. Je vais vous prendre un exemple tout con. Vos échanges mails. Vous avez plein de mails, alors des choses peut-être confidentielles, donc à voir ce qui est pertinent. Mais si demain, ChatGPT scannait toute votre boîte mail, vos échanges, vous pourriez identifier plein de personnes avec lesquelles vous bossez, plein d'échanges intéressants. Vos Google Meet, vous avez Fireflies ou un outil de transcript de visioconférence branché. Ça vous sort la même chose que sur YouTube, un transcript complet. Moi, des fois, j'ai des appels avec des gens, on dit des choses super pertinentes et j'apprends des choses super pertinentes. Exemple, en entretien l'autre jour, on apprend plein de choses. Et tout ça, d'un entretien d'1 heure, on peut sortir une 20aine de posts LinkedIn. Et même d'une seule idée, comme tu le disais tout à l'heure, on peut en faire 5 posts LinkedIn. Donc en fait, on peut créer un écosystème de matières premières qui permet de détruire l'excuse de je ne sais pas sur quoi publier. Après, comme tu dis, on n'est pas obligé de publier 1 fois par jour, c'est un peu ce que je fais, mais à voir si je me remets en question sur ça ou pas. Mais là, ça, c'est vraiment sur la production d'idées. Et ce qui est génial, c'est que ça, j'ai présenté 3 choses très opérationnelles, mais des idées, il y en a plein. On peut aller pomper les idées des concurrents, on peut aller pomper les idées des Américains. On prend un profil LinkedIn de quelqu'un, on copie-colle le contenu dans ChatGPT en recherche approfondie, on peut faire un scan de l'ensemble de tous les posts qu'il a publiés depuis potentiellement 3 ans. S'il a fait 1 fois par jour, ça fait quasiment 1000 contenus. Et là, vous pouvez faire une liste de 500 idées de choses à remettre. Et avec ChatGPT, vous pourrez même trier pour les prioriser et les recroiser avec votre discours. Donc il y a plein de choses à faire. La limite, c'est nos réflexions. Et on n'est même pas obligé de se faire chier à faire de l'automatisation. Les outils sont sur étagère. Et je tiens à vous faire remarquer que toutes les idées qu'on vient de proposer, on peut le faire avec ChatGPT, la version à $20, voire même avec la version gratuite. Donc aujourd'hui, on a la matière première et il n'y a pas d'excuse d'argent pour se lancer sur ça. Et c'est là où je me permets juste d'interagir sur ça. Par contre, je suis pas spécialement d'accord sur ton dernier point d'aller pomper les posts des autres parce que il y a une des grosses problématiques de LinkedIn aujourd'hui, c'est que tout le monde veut prendre la parole sur tous les sujets, tout le monde veut productiser un petit peu la création de posts et finalement, on se retrouve sur un réseau où on pompe les idées des Américains pour créer notre propre post. Donc bien sûr, ça fonctionne, mais de 1, c'est pas notre idée et de 2, OK, ça crée un post, mais est-ce qu'il y a vraiment de la valeur? Et en ce moment, sur LinkedIn, c'est juste des gens qui vont pomper les idées des autres pour créer un nouveau post écrit d'une manière différente, donc paraphraser finalement quelque chose. Et en fait, on tombe dans un cercle du vide où les gens récupèrent des idées d'un côté, les remettent avec des nouveaux mots, redisent des idées un petit peu de leur côté et des gens qui vont revenir pomper notre post pour aller créer des nouvelles idées. Et en fait, ça crée quand même une culture du vide. Moi, sur LinkedIn, j'ai vraiment envie d'avoir cette vision de se dire, quand je publie quelque chose, c'est quelque chose qui vient d'une analyse personnelle où j'apporte concrètement quelque chose. Oui, peut-être que l'Américain a évoqué une idée qui est intéressante de mon côté, mais le but, c'est d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Si c'est juste pour récupérer l'idée qui a été dite à un endroit et de le paraphraser pour dire c'est bon, j'ai fait mon post LinkedIn, on est bien, c'est là où ça entretient quand même une culture du vide finalement sur LinkedIn que je trouve pas du tout intéressante. Pour moi, c'est ton ego qui parle sur ça. Alors, si ça en vient à répéter tout ce que les autres Français ont dit et que c'est vraiment du vol, je suis d'accord. Mais moi, je te parle de t'approprier et de digérer les informations. Et il y a aussi un truc tout con. Si t'as un gars en Nouvelle-Zélande qui fait un post LinkedIn et qui parle, je vais prendre un truc sur Google Ads, sur la partie, par exemple,
imaginons le tracking à la marche qui est déjà abordé pas mal de fois. La vente croisée, par exemple, la vente croisée en e-commerce sur Google Ads, c'est un sujet un peu technique. Il y a très peu de gens qui prennent la parole en français sur ça. Par contre, tu peux avoir des pays où les gens communiquent énormément dessus, et cette information, si elle est dans une autre langue, elle est peut-être pas accessible de par la visibilité ou de par la barrière linguistique. Évangéliser des informations que les gens n'ont pas, c'est donner l'opportunité aux gens d'en faire sienne. Après, je suis d'accord avec toi, on parle pas de copier-coller le post, on parle de prendre une idée, la digérer et ça doit être un outil de brainstorming, ça doit pas être un outil de vol de propriété intellectuelle. Par contre, Alexis, tu pourras nous en parler. Tu disais peut-être un peu déjà tout à l'heure, il me semble, sur le fait d'avoir des idées phares et de répéter. T'as sûrement un point sur ça, peut-être à développer sur le côté répétition égale apprentissage. Enfin. Ouais, non, pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est de se positionner sur des idées, si possible qu'elles soient clivantes. Typiquement sur Google Ads, moi, je ne fais que répéter, et c'est souvent l'objet de mes posts, que vous faites du Google Ads sans faire de page de vente pour générer des prospects, vous avez rien compris, vous allez échouer. Moi, j'aime bien prendre des positionnements très clivants, beaucoup plus en ce moment, où je parle beaucoup aussi des agences qui arnaquent. Le côté aussi où tu vas être généralement, c'est quoi mes posts en ce moment? Pour mes posts visibilité, je répète souvent, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat sans vendre, arrêtez. Voilà, c'est ce qu'on répète aussi dans nos podcasts. Ça, c'est souvent mes posts visibilité, je tourne toujours autour de ça. Sur les posts Google Ads, c'est tu veux faire du Google Ads, mais tu t'as pas d'approche marketing, tu t'as pas analysé ta boîte, tes concurrents, t'as pas une bonne offre, arrête. Voilà, ça aussi pareil, c'est mon approche. Et après, sur les posts de vente, généralement, je fais beaucoup d'appels à l'action sur des audits gratuits. Ça, c'est un peu le framework que j'utilise tout le temps et je le varie. Voilà, des fois, je vais pas parler de la page de vente, je vais parler d'autres choses. Des fois, je vais pas parler d'entrepreneuriat, je vais parler d'autres choses. Mais l'idée, c'est vraiment, je pense, d'avoir ces thématiques en tête et de se positionner comme leader d'opinion, comme tu disais tout à l'heure sur ça, et de répéter, parce que la meilleure manière de faire passer un message, c'est de le répéter. Et moi, c'est un peu le positionnement que je prends, surtout qu'à 3 posts par semaine, finalement, les gens oublient vite ce que tu as fait la semaine dernière, donc tu peux aisément le répéter une semaine après ou 2 semaines après. Et de toute façon, là, on parlait entre guillemets, d'aller voir les posts des autres, mais franchement, on prend juste les derniers podcasts qu'on a fait. Clairement, on a des posts pour les 6 prochains mois. Et on peut répéter en plus, et ça nous fait des dizaines et des dizaines de posts. Et toutes les discussions qu'on a tous les jours, rien qu'avec ça, on peut faire des dizaines et dizaines de posts. Et je parle même pas de tous les échanges qu'on a avec nos clients, même avec nos collaborateurs. Tu prends notre Slack aujourd'hui, on a plein de problématiques, ça peut faire plein de posts. Enfin, rien qu'avec ça, on n'est même pas obligé de copier ce que font les autres. Donc, C'est sûr. Et par contre, sur LinkedIn, ce que je perçois, c'est la variation de format qui fonctionne bien. Pas toujours mettre que des vidéos, que des posts, etc. Et ça, c'est peut-être un peu la problématique que tu as, William, aujourd'hui, où tu publies toujours le même format, c'est-à-dire c'est du texte. Parfois, tu mets une photo ou deux, mais il y a rarement quelque chose de différenciant. Et ça, au bout d'un moment, le retour, par exemple, que j'ai, c'est quand je vois ton nom et je vois le début du post, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu la veille parce qu'il n'y a pas spécialement un élément nouveau qui rentre en jeu. Donc, ce qui compte bien sur LinkedIn, c'est la variation de format. Par contre, il y a un pattern que j'arrive pas à craquer sur LinkedIn, c'est qu'est-ce qui fait que un format fonctionne mieux que l'autre. Tu vas mettre une vidéo à un instant T, elle va faire 10 000 vues, donc tu vas te dire, le format vidéo, c'est finalement ce qui fonctionne le mieux. Et là, vendredi dernier, j'ai posté une vidéo qui est issue du podcast et qui me semblait hyper pertinente en termes de sujet, etc. J'ai fait 456 vues, quoi. Et qu'est-ce qui fait que il y a ce côté-là qui rentre en jeu et j'arrive pas à trouver un pattern qui fonctionne mieux qu'un autre aujourd'hui véritablement. À part ce côté, bien sûr, quand tu mets une photo, que tu vois bien le visage, etc., ça fonctionne bien. Mais je trouve pas qu'il y a un code véritablement à craquer sur ça aujourd'hui. Je pense que là, tu reprendras si tu veux le propos, mais je pense que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, faut varier. Et après, je trouve que les posts où tu vas identifier des gens qui ont une certaine audience et que tu vas mettre aussi des visages marchent quand même généralement beaucoup mieux que les posts où tu vas juste avoir du texte. C'est si vraiment, parce qu'on n'a pas parlé de KPI aussi là pour l'instant, on n'a pas parlé d'analyse de données, mais il y a aussi ce sujet où si vous voulez faire en sorte que ça marche, faut répéter les choses aussi qui marchent tout en variant. Alors il y a un peu ce travail d'équilibriste à faire. Je suis totalement d'accord, William, je te donne la parole juste après pour interagir avec ça. Si tu mentionnes quelqu'un sur ton post et la personne ne vient pas interagir avec le post, c'est-à-dire mettre un like, un commentaire, ça va baisser ta visibilité sur LinkedIn. C'est pour ça que les gens que tu identifies sur LinkedIn, il faut faire attention à qui tu identifies. Admettons, je fais un post demain et je t'identifie. Si tu le snobs totalement, ça va me mettre une pénalité par rapport à ma visibilité. Tandis que si j'identifie que la personne vient réellement commenter, c'est là où LinkedIn se dit, on a identifié la bonne personne, elle est venue commenter, donc ça apporte un plus.
Donc ça, faut faire attention à pas faire une liste de courses d'identification parce que finalement, ça apportera pas spécialement que du bon. Identifier seulement les personnes qui auront un intérêt à venir interagir avec nous derrière. Et sur la partie visibilité, alors on parlait tout à l'heure du pattern visibilité, expertise et vente. Mine de rien, il y a quand même des choses dans la visibilité qui marchent bien. Enfin, vous allez me donner votre avis, mais se plaindre de la vie, du gouvernement, de plein de choses. Non mais c'est bête, mais il y a quand même des patterns. Vous dites qu'il n'y a pas de pattern. Alors c'est sûr que se plaindre, parler de sa vie du quotidien entrepreneur, idéalement en se plaignant, ça c'est con, mais ça fait de la visibilité. Parler de ses succès, quand à chaque fois que tu fais un post sur une embauche, ça reste un succès et ça fait plus d'interaction, ça fait plus de visibilité, ça fait de la social proof. Il y a sûrement plein d'autres patterns qu'on peut trouver, se plaindre, critiquer, parler d'un sujet très global, les impayés par exemple, critiquer, faire la grande gueule, ça marche bien. Et je pense qu'il y aurait des patterns à faire sur la partie visibilité. Je suis d'accord sur ça, mais en fait la problématique c'est que pourquoi se plaindre ça fonctionne bien parce que ça génère une émotion. Si demain tu as envie de faire un carton sur LinkedIn, tu prends un carton, tu marques au feu, j'ai fait un burn-out, tu te prends en photo, tu peux être sûr que tu fais 1500 j'aime et tu fais 150 000 vues. Et fais-le demain, tu verras. En plus toi tu peux en parler. C'est pas un sujet drôle par contre. Mais concrètement, la réalité de ça, c'est que c'est ce qui fonctionne parce que ça génère une émotion. Je suis tombé sur un post hier, quelqu'un qui a fait un post sur des gens qui enlèvent leurs chaussures dans le train et qui disent à quel point c'est insupportable, des trucs comme ça. Mais c'est bête, mais elle fait un carton sur LinkedIn. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir sur LinkedIn? C'est là où on arrive à une limite de... C'est sûr que tu vas te plaindre, tu vas te parler de ton chien qui est malade, etc. Et encore une fois, je parle parce que j'ai vu un post sur ça, mais la fille, elle a fait un carton par rapport à ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir, quoi? Je pense que tu touches un point qui est clé, c'est générer une émotion. De toute façon, c'est la base de la communication entre êtres humains. Et c'est ce qui fait que les gens, moi, c'est vrai que des posts sur des sujets où j'ai un positionnement très précis et que je suis pas forcément d'accord, c'est vrai qu'on les voit en plus des fois dans les notifications LinkedIn. J'ai des sujets qui sont suggérés et c'est toujours des trucs où je suis peut-être pas forcément d'accord et je vais dessus et c'est vrai que je prends le temps de lire, je regarde tous les commentaires, parce que je me dis punaise, mais est-ce qu'il y a des gens qui valident ça? Je trouve ça inadmissible de dire des choses pareilles sur LinkedIn. Et c'est vrai que en fait finalement je reste dessus, ça m'a généré un peu d'énervement. On est voyeur. Et on est voyeur et c'est vrai que je pense qu'il y a bien une chose à retenir sur LinkedIn si vous voulez être vu et même dans tout élément de communication de manière générale, c'est susciter une émotion. Quel est le prochain post que vous allez pouvoir faire demain et qui va susciter une émotion, que ça soit positive ou négative. C'est vrai que quand on met des posts sur le fait qu'on a recruté un nouveau collaborateur, ça fait des gros 150 likes et tout. Et en plus, t'as toutes les personnes qui connaissent ce collaborateur qui viennent commenter, liker en mode félicitations, ça avait l'interaction. Toi, t'avais fait un post, je me souviens, sur la BPI, hyper clivant, où tu taillais toutes les personnes qui allaient chercher des aides. Enfin, t'étais hyper clivant et ça avait marché de fou. Pareil, le post sur le fait que un mec, la personne qui était freelance, qui avait candidaté, t'avais plein eu de réponses de plein de freelance, je me souviens. Et en fait, tous ces posts un peu touchy, c'est là où ça a le plus marché. Pareil pour toi. Ah, mais tu vois, sur la BPI, si on résume le post, c'est en gros les gens qui ont un bac +5 sur la création de diapos pour aller chercher des financements BPI. C'était ça à peu près ton post, il me semble. C'était pas tous les personnes qui prennent Oui, des financements, non, c'était ces gens-là, en gros, c'est le trait. Et pourquoi ça fonctionne? Et là, finalement, je peux être assez d'accord avec le truc, c'est que c'est quelque chose qu'on a analysé de notre côté, où on a un vrai avis parce qu'on le voit dans notre entourage, et finalement, on est sur quelque chose qui provoque une émotion, mais qui reste dans le cadre de ce qu'on fait à l'heure actuelle, le côté entrepreneurial et ce qu'on voit. Moi, c'est vraiment le post, vraiment, on va parler de notre chat et dire notre chat, il est malade, mais vous voyez, dans notre vie entrepreneuriale, ce que ça m'apprend, etc. Ça, je trouve ça totalement ridicule sur LinkedIn aujourd'hui, quoi. J'ai même vu des posts de personnes qui font leur coming out sur LinkedIn et par contre, en termes d'interaction, c'est monstrueux et les gens qui disent bravo pour ton courage et tout. Mais c'est vrai que moi, je suis pas très à l'aise avec ce genre de post. J'avoue, faut que ça reste professionnel. Et les posts sur BPI, tout ça, je trouve que c'est hyper pertinent et en fait, il y a cette notion où générer une émotion, mais il faut aussi que ça apporte de la valeur d'un point de vue business. Enfin voilà, moi, c'est les deux critères que je respecte sur LinkedIn. Et il y en a, c'est juste de parler de leur chien ou de leur chat. Après, ça fait de la visibilité, hein. Au final, tous les chemins mènent à Rome et finalement, si tu y arrives, tant mieux. Mais je suis pas sûr que l'audience que ça t'amène est pertinente derrière. Pour ton objectif principal de générer des ventes, tout dépend de ton objectif. Après, si ton objectif c'est de faire le clown sur LinkedIn, finalement, fais des posts comme ça, hein. Mais surtout que ces clowns-là, pour terminer avant la conclusion, c'est généralement, moi j'en ai bloqué pas mal parce que j'en avais marre de voir des clowns sur LinkedIn.
mais ça m'arrive quand même parfois de taper leur nom pour aller voir finalement quels sont les derniers trucs qu'ils ont sortis. Mais ça marche parce que je leur offre un vue supplémentaire et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils sont encore de plus en plus visibles et qu'ils font croire que le fait d'être un clown, c'est intéressant. Mais c'est vraiment pervers quand même ce côté et je l'assume totalement. Si j'en ai bloqué plein, mais de temps en temps, je tape quand même leur nom pour me dire ah, allez, une bonne partie de rigolade, ça peut être pas mal quand même. C'est du voyeurisme de base, mais de toute façon, on le fait tous sur Instagram, sur TikTok. Moi, en soi, sur des posts qui marchent bien, faut faire la grande gueule, à mon avis, pour la partie visibilité, mais toujours dans le camp du bien. Amener son chien au travail, par exemple, ça peut être un truc, c'est pas forcément grande gueule. Par contre, critiquer le fait de dire, dans l'idée de se dire que un chien n'a rien à faire dans un lieu de travail, par exemple, t'es dans le camp du mal, t'es pas dans le camp du bien, dans l'idée populaire. Bon, on a parlé de plein de sujets, les gars. C'est la partie. Moi, là où je suis frustré, c'est qu'on a parlé que de la partie inbound. Je suis persuadé qu'il y a des choses à faire en outbound, approche directe. On n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se donne pour objectif un de ces quatre de refaire un podcast sur LinkedIn. On aura plein de choses à dire encore. Il y a des choses à dire sur le recrutement, il y a des choses à dire sur la partie outbound, et ça, j'y tiens vraiment. En tout cas, toi, si t'as bien aimé cet épisode, je t'invite à liker la vidéo sur YouTube, si t'es sur YouTube. Si t'es sur les plateformes de podcast, tu peux t'abonner, tu peux éventuellement mettre un commentaire, 5 étoiles. On se retrouve pour le prochain épisode. Je te souhaite une très bonne journée. C'était Décroche ton téléphone.